Guérit TV Monde, c'est votre média, c'est votre canal. Ensemble, faisons grandir l'information libre et de proximité. Pour vos dons, soutiens ou accompagnements, vous pouvez le faire au plus 229 01 97 26 26 71 ou plus 229 01 49 04 04 04 ou sur le compte numéro 034 880 790 002 dans les livrets de Atlantic Bank Bénin. Toutes nos gratitudes. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Le showroom Tunisia Benin House vous offre des matériaux de construction de marque européenne fabriqués par 15 sociétés tunisiennes. Tunisia Benin House est situé à Cotonou, Kaboma, immeuble Amani. Pour tout renseignement, contactez le plus 229 01 21 31 61 58. Avec votre showroom Tunisia Benin House, proposez et construisez la maison de vos rêves à un prix imbattable. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wousso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Le cesse rend-il durable une relation? C'est la grosse interrogation de votre rubrique La Rue Opine pour le compte de votre émission préférée. Les grandes contradictions pour le compte donc de ce vendredi 5 septembre 2025. Les débatteurs sont déjà sur ce plateau. Gaspard Adamossi, bonsoir. Bonsoir, madame. Achille Wousso, bonsoir. Bonsoir, madame. Quand j'ai annoncé le sujet de La Rue Opine, je vois qu'Achille sourit tranquillement dans son coin. Hein. Comme vous l'avez constaté, votre sujet m'a surpris. D'accord. Est-ce que le CES ont-ils une relation durable? Je serais peut-être partagé sur la question, mais je dirais d'entrée que lorsqu'on est dans une relation, amoureuse, le CES fait partie donc des moments les plus importants et qu'il faut partager ensemble. Et je crois que ce qui attire d'abord un homme vers une femme, c'est d'abord donc de la découvrir. Et découvrir une femme, pour ne pas marcher les mots, il faut dire que la femme et l'homme, comme j'ai l'habitude donc de le dire, je l'avais dit ici le vendredi dernier, l'homme est plus porté vers le sexe. Et donc, il veut savoir ce que la femme cache entre ses entrejambes, au-delà donc des attraits apparents qui l'attirent. Alors, ça veut dire quoi? Que lorsque la femme ne se rend pas disponible pour offrir donc à son homme cette partie donc de son corps, c'est souvent un problème. Mais je dirais que on doit aussi savoir raison garder. On ne doit pas exagérer à en demander, on ne doit pas exagérer à aller au CES. Si on veut être dans une relation vraiment sérieuse, on doit savoir que on a tout le temps donc pour manger ce fruit-là, qu'on est allé cueillir. Et on doit donc le garder aussi, on doit savoir le garder au frais, parce qu'il faut le manger sur une longue durée, quoi. Voilà. On mange quoi? Non, je vais poser la question à Achille. Quand il dit on va cueillir, c'est le sexe qu'on va cueillir ou la femme? C'est la question. En tout cas, ce que la femme garde et qui la fait cueillir, c'est le sexe. Ok, d'accord. Gaspard Adamossi, en tant qu'ancien, oh oui. Bon, ancien en âge, je ne sais pas si... Je suis plus d'expérience que vous. Ok, je n'ai à avoir plus d'expérience, c'est sûr que son grand frère. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui.
Vous parlez même des expériences en matière de sexe. Oui. Non, puisque le sujet porte sur ça, il ne faut pas qu'on parle de l'hypocrisie. Voilà, ce n'est pas encore le cas. Allez-y. Hein. Non, moi je réponds oui, ça c'est d'office. Et mon raisonnement, je vais commencer le raisonnement par l'inverse en disant, mais vous savez, quand vous avez un couple où il n'y a pas le sexe, est-ce que le couple là va durer? Ou bien vous avez un mariage où il n'y a pas ça, est-ce que ça va durer? Je ne pense pas. Quand ça n'existe pas, ça peut être un motif de divorce ou de séparation. Quand même il y a le sexe et que un des partenaires trouve que c'est pas suffisant, ça peut aussi être un motif, je dirais un motif d'infidélité, un motif de séparation ou un motif de divorce. Donc je pense que le sexe est, pour moi, est indispensable dans une relation amoureuse, quelle qu'elle soit. Ça peut être une relation amoureuse simple, ça peut être un mariage ou tout aussi. Parce que le sexe, le besoin de sexe est un besoin physiologique et aucun des partenaires, à mon avis, ne peut se passer de cela. Et donc, une relation qui n'est pas basée sur ça ne peut pas être une relation, à mon avis, durable. De toutes les façons, on ne parle pas d'excès ou d'appétit insatiable en parlant de ça, mais on parle de la juste mesure. Je pense que c'est nécessaire, à mon avis, dans une relation amoureuse. Sans ça, je ne pense pas qu'une relation puisse véritablement... Vous savez, il y a des couples où il y a des mariages où la femme a tout, ou bien où l'homme a tout. Mais parce que ça manque, eh ben, on va chercher ailleurs, ou bien ça ne va pas dans le couple et on en arrive à la séparation. Donc, je réponds absolument oui à votre question. Merci beaucoup. Achille Ousmane, tu as envie de compléter quelque chose? Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous constatons qu'on peut vivre dans un couple sans les chercher. Hein, mais ça dépend. À côté, ce n'est pas possible. Si ça arrive, il faut savoir que ce n'est pas un couple sérieux. Si ça arrive, il faut savoir que c'est un couple qui cache donc des choses. Et ça finira par aller en école. Mais parfois, c'est peut-être 10 ans, 15 ans après le mariage, que Babangida refuse de travailler. Ah, mais la femme accepte et elle reste dans le foyer. Et là, c'est un autre problème. Oui, elle reste dans le foyer. Là, et comme on le dit, et dans les réalités de certaines religions chez nous, on peut dire que la femme a accepté donc son homme pour le meilleur et pour le pire. Ce n'est pas seulement pour le meilleur que vous êtes unis, vous êtes aussi unis pour le pire. S'il était qu'on appelle sexuellement viril et efficace et que à un moment donné, il a commencé par avoir des problèmes, il faut l'accompagner. Il faut chercher des solutions ensemble. Et par rapport à cela, c'est la fidélité de la femme qui permet à son homme de savoir effectivement qu'elle l'aime et qu'ils n'ont pas conçu leur relation sur l'apparence ou sur donc seulement le meilleur. Alors, donc, mais il y a, je voudrais dire, ce qui me faisait réagir avant votre question, c'est que nous constatons dans une certaine religion qu'on empêche donc les conjoints d'aller donc dans cette découverte-là avant le mariage. Et je me pose une question. Lorsque, après le mariage, on constate maintenant que l'homme n'est pas sexuellement actif ou la femme n'est pas prédisposée parce qu'elle n'en avait pas l'habitude, mais comment on arrive maintenant à gérer ces aspects-là? Parce que pour le moment, ça arrivera. Ils n'ont pas appris à le faire, ils n'ont jamais fait ça. Et donc, du jour au lendemain, on les associe dans une relation amoureuse et c'est à partir de là donc qu'on leur donne la possibilité donc de se découvrir et on constate que l'homme porte en réalité des problèmes et il n'est pas fait pour le sexe ou que la femme aussi donc on l'a tellement martyrisée par rapport à un certain nombre d'aspects de la vie qu'elle ne veut pas s'offrir. Bon, je me demande comment ils arrivent à faire ça. Mais toujours est-il qu'il faut considérer que le sexe, comme l'a dit Gaspard tout à l'heure, et je le confirme, est un besoin physiologique de part et d'autre. C'est comme la faim, c'est comme la soif, c'est comme le sommeil, c'est comme tout. Et donc, mais on peut éduquer les jeunes à ne pas aller précocement au sexe, mais lorsqu'ils atteignent l'âge du mariage et qu'ils rentrent dans une relation où maintenant ils s'activent à construire leur foyer, il faut quand même les autoriser, les accompagner à faire un certain nombre de choses, donc à aller au sexe, donc pour
désormais ils puissent savoir que lorsqu'on est dans un couple, lorsqu'on est dans une relation et sérieuse, ça fait partie quand même des choses qu'il faut offrir à l'autre. Il faut offrir à l'autre. Achille est suffisamment outillé. Hein? Bon, c'est un débat intéressant, pas pour nous seuls, même pour ceux qui nous suivent. Oui. Ce que moi, je voudrais s'y aller rapidement, c'est comme je l'ai dit tantôt, que c'est un besoin physiologique. Et donc, moi, je suis catégorique sur cet aspect-là. Vous savez, quand bien même, après 10 ans, il arrive que l'un ou l'autre, enfin, c'est généralement chez l'homme, comme l'avait dit que, oui, que Babangida ne passe pas. Écoutez, moi, c'est quoi Babangida? Eh ben, c'est vous qui avez utilisé l'expression. C'est un ancien président du Nigeria. Et vous utilisez ça n'importe comment. Et donc, oui, allez-y. C'est pour vous dire que même dans ce cas d'espèce, oui. moi je doute que ce couple-là, si le couple dure, moi je pense que ça va être sur des apparences. Peut-être que c'est convenu qu'on laisse l'autre partenaire aller se satisfaire ailleurs. Sinon ça va être compliqué, ça va être très compliqué que sans ça, surtout si la femme est encore dans la fleur de l'âge, ou bien si le monsieur est encore à un âge où le besoin est là, je pense que le couple ne peut pas véritablement. Mais on peut convenir et faire exprès. Parce que vous savez, quand vous arrivez à un niveau où vous ne pouvez plus satisfaire l'autre et que vous tenez à rester ensemble, on devient tolérant. Voilà, vous allez devenir tolérant et vous laissez. Non, mais est-ce que vous devenez tolérant? Vous devenez soupçonneux. Vous êtes obligé. Non, soupçonneux. Non, il y a des couples où les gens tolèrent finalement parce que ils tolèrent difficilement, mais il est obligé de tolérer pour permettre. L'homme est naturellement jaloux et agressivement jaloux. Oui, mais mais femme... ça là, il faut le savoir. Mais si la jalousie de la femme est encore plus douce que la jalousie la machine ne masculine. Plus, comment il va faire? Mais c'est de ça. Mais, écoutez, je suis d'accord avec la vie de Gaspard à dire que lorsque ça arrive, moi je ne sais pas si l'homme peut autoriser sa femme à aller voir. Non, il y a des tricher. Il y a des où les gens sont impuissants ou quelqu'un d'autre en grosse. Non, il y en a. C'est des réalités. On peut dire que c'est rare, mais il y en a qui amènent même épouse de maison, madame même pour ah bon? Oui. Bon, merci beaucoup les gars. Nous allons poursuivre l'émission. On parle politique à présent. L'actualité du moment, Gaspard Diamansi, c'est bien sûr la désignation du candidat de la mouvance présidentielle. Il s'agit de Romia Douadaye, ministre de l'économie et des finances, âgé de 49 ans. Mais bien avant, nous allons parler d'abord de Serge Arissou, voilà. Bonsoir donc à Serge Noko Aonsou. L'ancien ministre Serge Arissou était donc récemment sur Guérit TV Monde dans l'émission Rencontre exclusive. Selon lui, il est frustré, Gaspard Diamansi, par rapport à la gestion du parti bloc républicain et surtout dans sa localité et dans son village. On installe des structures de base dans son village et il n'est au courant de rien. Bon, vous savez, moi ça ne me surprend pas. Vous évoquez le cas du ministre Arissou, mais les cas là sont légion au niveau du parti bloc républicain, notamment dans la 20e circonscription électorale. Moi, je trouve dommage que des frustrations de ce genre-là naissent. Mais c'est quand même un militant de premier rang, l'ancien ministre Arissou. Un membre fondateur du bloc républicain. C'est un ancien ministre. Et donc, moi, je pense qu'à ce titre, on ne peut pas l'acculer jusqu'à ce niveau-là. Et je trouve que c'est mauvais. Ailleurs, c'est des gens qu'on va chouchouter, qu'on va mettre un peu en avant, qui ont quand même un certain vécu, une certaine expérience. Maintenant, c'est parce qu'il n'est plus ministre ou quoi, je n'en sais rien. C'est parce qu'il n'est pas populaire ou pas, je n'en sais rien. Mais il est présumé quand même avoir un certain niveau, avoir une certaine popularité. On ne peut pas l'écarter du tout de cette manière-là. Et je crois que dans la 20e circonscription, c'est une situation qui doit cesser. Et c'est pour ça, qui est à l'origine de tout ça? Non, bon, écoutez, on ne va pas frustrer, mais aujourd'hui, dans la 20e circonscription, qui prend presque tout le pouvoir et qui veut tout régenter, je crois qu'il ne faut pas chercher loin. Il ne faut pas chercher loin. Non, d'abord, dans cette circonscription-là, tout tourne autour de deux personnes. Je voulais dire individus, mais pas de deux personnalités, je vais même dire. Oui. C'est autour du député Kouanou, et du ministre conseiller Benou. C'est les deux.
Et je ne suis pas sûr que les deux s'entendent parfaitement. Mais autour des deux, il y a tellement de frustration de part et d'autre. On s'accuse de tout et de rien et on écarte les gens. Si vous ne faites pas allégeance à l'une ou l'autre, c'est que vous n'êtes dans rien. Si vous faites allégeance à l'un, c'est que l'autre vous écarte quand il a le pouvoir de tout. Quand vous faites allégeance à l'autre, je crois que c'est dommageable pour le parti. En tout cas, dans la 20e circonscription électorale, c'est une véritable pagaille par rapport à la gestion des égos. Et je trouve, c'est pour ça que quand vous observez ce qui s'est passé récemment, la dernière fois on parlait de l'UP qui a stoppé les adhésions provisoirement là, finalement c'est les deux. Comment est-ce qu'on peut maintenir les gens dans ces sortes de frustrations? Si on continue comme ça, on risque de les voir de l'autre côté, là où on ne souhaite pas. Et je crois que c'est au niveau, je voulais dire la haute direction, mais la haute direction c'est au niveau de l'Union progressiste. Mais le secrétariat exécutif du Bloc républicain doit pouvoir régler ces genres de situations. Parce que le parti se comporte un peu comme s'il y a des monstres à plusieurs têtes. Dans des localités données, c'est des gens qui sont tout puissants, qui régent tout. Si vous n'êtes pas avec moi, c'est que vous ne serez rien. Je crois que c'est vraiment dommage. Nous tendons vers des élections où on a besoin de faire de l'addition, de la multiplication et non de la frustration. Et si nous observons ces genres de frustration, si c'est un ancien ministre qu'on frustre de cette manière-là, observez déjà ce qu'on fait aux autres militants qui n'ont pas ce niveau militant simple. Dieu merci que nous avons un membre, un membre fondateur du Bloc républicain. Il n'est pas ici à ce titre. Ne créez pas de problèmes aux journalistes à suivre. Qu'est-ce qui se passe et vous arrivez à installer des commissions, ou comment vous appelez ça au Bloc républicain, dans le village d'un ministre, et il est au courant d'un ancien ministre. D'un ancien ministre. Mais oui, ministre, c'est ministre pour toujours, hein, qu'il soit ancien, qu'il soit nouveau. Il garde le titre, il le porte, hein, partout il passera, on parlera de ministre. J'ai suivi l'émission dont vous parlez dans son intégralité, hein, pour vivre effectivement donc, les sentiments que l'ancien ministre est venu exposer sur votre chaîne de télévision. Je veux parler donc de Guérit TV Monde. Et je crois que il n'a pas fait dans la langue de bois. Et il a dit donc ce qu'il pense donc de la vie du Parti Bloc républicain dans la 20e circonscription en particulier. Et moi, je voudrais dire, hein, que d'abord, nous sommes en politique. Et en politique, on sait que c'est la loi du plus fort. On sait que en politique, tous les coups sont permis. On sait qu'en politique, personne ne veut se laisser dominer. Et donc, par rapport à ça, je crois que le ministre, étant un expérimenté de la chose, il doit savoir que c'est normal. Maintenant, ce que je loue, c'est sa sagesse. C'est sa discipline de groupe. C'est ça que j'ai pu louer. C'est son calme. C'est cet exemple-là et ce modèle-là qu'il a projeté à la jeunesse. Parce que ça fait 7 ans au moins que le Bloc républicain existe. Et il a vécu toutes ces frustrations-là. Il a vécu tous ces coups-là. Il les a supportés. Et c'est aujourd'hui qu'il l'exprime. Et il l'a exprimé de quelle façon? Et à l'entendre, à l'entame donc de cette émission, ça ne l'a pas empêché de travailler véritablement sur le terrain. J'ai vu ce qu'il fait pour la population. Il le fait pas peut-être. Papa O. Il ne le fait pas pour se faire tresser des lauriers, mais il le fait pour mettre la population à l'aise. Il le fait peut-être aussi pour que son parti, le parti auquel il appartient, ait plus donc d'assises et de présence donc dans les communes de la 20e circonscription électorale. Il ne le fait pas pour l'opposition, il ne le fait pas pour sa personne, il ne le fait pas pour sa famille. Ça veut dire qu'il y a un retour. Malgré ça, il a supporté, il a tenu bon jusque-là. Et il n'a pas dans sa position, dans son soutien au président Patrice Talon, on n'a pas fléchi. Parce que je l'ai entendu répéter plusieurs fois que ce serait dommage que le président Patrice Talon parte et qu'il pense que quelle personne n'a le courage de cet homme-là. On reviendra peut-être sur cet aspect-là. Donc, c'est pour dire que lorsqu'il fait des choses comme ça et que on le pressure, c'est grave. C'est grave, il faut le dire. Il faut dire que dans cette affaire-là, les premiers accusés, nous n'allons pas faire de la langue de bois, c'est les premiers responsables en charge donc de la vie du parti et de son enracinement dans la 20e circonscription électorale. Nous ne faisons pas donc de la langue de bois à citer des noms. Il s'agit bien entendu
d'abord, je veux dire, du ministre conseiller qui a aujourd'hui la charge donc de travailler politiquement, non seulement... Vous parlez de quel ministre? Oui, mais nous parlons de l'ancien député, Paulin Benou, qui aujourd'hui a une charge politique, plus politique que technique. Donc, c'est lui qui devait travailler à unir, à fédérer donc les esprits, les forces dans la 20e circonscription électorale, à tenir la main à son frère pour l'amener partout ou à ses frères. Pour qu'on sente quand même qu'il y a... Moi, je ne sais pas autour de quoi ils doivent se battre maintenant. L'un est déjà député, l'autre est ministre conseiller, et le troisième n'a rien. Et c'est lui maintenant, c'est sur lui, on tape tout le temps. Moi, ce n'est pas pour défendre quelqu'un, mais si ce qu'il est venu dire ici, c'est la vérité, je crois, et je provoque la réaction donc de ces deux responsables-là. Ils n'ont qu'à peut-être venir aussi devant caméras et micros, nous dire ce qui se passe, pour qu'on installe des structures. Mathias Kouanou. J'oubliais de le citer. Oui. Mathias Kouanou et Paulin Paulin, qui sont, même s'il n'a pas appelé de nom, on sait déjà que c'est d'eux qu'il s'agit. Et aujourd'hui, il faut expliquer à l'opinion, il faut expliquer qu'on appelle aux responsables du parti, comment on peut comprendre que un membre fondateur, un ancien ministre, resté fidèle au parti, qui n'a pas triché, qui n'est pas dans les mouvements, qui n'est pas dans les va-et-vient, qui n'a pas commis de faute, comment donc on peut ne pas l'associer aux activités du parti, donc dans sa circonscription. Dans son village. Et maintenant, plus grave, on va installer des structures de base dans son village, dans son arrondissement, dans sa commune, et on ne l'associe pas. On l'écarte de tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que ça là, on ne va pas dire que les grands sont en train de faire de la pagaille, mais si ça se passe comme ça, on n'a pas d'autres mots pour l'exprimer. Et je crois quand même que... On ne va pas parler de la pagaille, mais je crois que son appel ou ses frustrations iront aux oreilles des responsables au plus haut niveau du parti et que vraiment, ils prendront leur bâton de pèlerin pour aller régler ces bobos-là sur le terrain, parce que c'est important donc qu'on unisse maintenant les forces pour que le parti soit beaucoup plus fort et atteigne ses objectifs. Oui, vous savez, tantôt j'ai parlé de la 20e circonscription en globalisant, mais si on resterait encore davantage, vous allez vous rendre compte que les deux en question, le ministre, c'est vrai que nous sommes en politique et que personne ne laisse la place à personne, mais vous allez constater que et le député et le ministre conseil dont nous parlons, ils sont aussi de la même commune que le ministre Ahissou, c'est-à-dire qu'ils sont de la commune de Dango. Donc le débat est d'abord un débat interne à eux au niveau de Dango. Bon, c'est vrai, il y a quelqu'un qui veut être éternel député, peut-être l'autre qui ne veut pas laisser son poste de ministre conseil. Et donc, peut-être que si on laisse l'autre qui est un ancien ministre trop être exposé médiatiquement au niveau du parti, peut-être que ça peut nuire, comment on appelle, aux intérêts de l'un ou de l'autre. Peut-être que ça peut nuire à la carrière de l'un ou de l'autre. C'est là où je trouve dommage. C'est d'abord l'intérêt du parti qui doit prendre le dessus sur tous les intérêts. Ce qui se passe à Dango se passe aussi dans plusieurs autres localités. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Non, ce qu'il faut faire, je l'ai déjà dit, il faut que le parti au sommet prenne la mesure de la situation et intervienne pour régler ces genres de situations, parce que, notamment au niveau de la 20e circonscription, je pense qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de frustration. Et si on ne cherche pas à corriger le tir, alors que si vous observez bien dans l'ONE, c'est justement au niveau de ces circonscriptions-là au niveau des communes de la 20e que le BR est arrivé à sortir un peu la tête de l'eau, est arrivé à gagner quelques communes. Donc le parti a intérêt à régler très rapidement cette situation. C'est ce que je pense. Et c'est important, hein, je crois. Je prends la suite de Gaspard pour rappeler que si aujourd'hui, qu'on appelle l'ancien ministre, bon, non, pourquoi il dit ancien ministre? Je veux dire, ancien membre, le ministre Abimbola, ancien membre et ancien membre fondateur, il faut préciser, du parti Bloc républicain dans la 22e circonscription électorale, a eu des difficultés avec le parti. C'est parce que des petits problèmes comme ça avaient commencé par naître et le parti n'a pas très tôt réagi. Et donc, je crois que il faut savoir anticiper sur certaines choses. Et peut-être que ce que nous disons, nous donnons de leçons à personne, nous ne sommes pas mieux placés pour donc donner des leçons aux responsables politiques, mais ce que nous disons, je crois
que si ça parvenait à l'oreille donc des responsables des partis et de tous les partis d'ailleurs, parce que ça n'arrange aucun parti, que les gens soient divisés sur le terrain contre eux-mêmes. Donc, là où on a besoin donc de fédérer les efforts, de fédérer les forces, donc pour aller de l'avant, il faut agir pour que le calme et la paix reviennent. Je pense même qu'ils ont intérêt à le faire parce que je crois bien que depuis le week-end dernier, le chef de l'État a donné le ton. Partout où il y a ce type de division, le chef de l'État leur a demandé d'aller s'entendre. C'est d'ailleurs ce qui nous a valu les images de Charles Tokor et Badamassi et Adambi. Et ça doit être un modèle un peu partout où il y a de ces gens de frustration où les gens doivent se mettre ensemble véritablement pour que là où nous allons là, c'est quand même assez sérieux. Et comme je l'ai dit tantôt, il faut additionner, multiplier plutôt que de diviser ou de soustraire. Avant de boucler ce dossier de Harichou, il n'a pas manqué au cours de l'émission il est reconnaissant au chef de l'État. Parce que là, il était ministre grâce à lui. Écoutez, moi-même, j'ai envie d'être reconnaissant à quelqu'un qui m'a nommé ministre. Ça, c'est naturel. Envoyez votre CV, alors. Même si c'est lui qui l'a aussi enlevé. Bon, mais au moins, dans son CV, aujourd'hui, il a été ministre et c'est le président Talon qui l'a nommé. Et donc, c'est une reconnaissance éternelle. Mais ce n'est pas tout le monde qui est reconnaissant. Ça, il faut le dire. Il y a aussi des ingrats. Donc, je pense que le fait qu'il ait encore manifesté cette reconnaissance au président Talon, c'est à saluer. Et c'est peut-être ce qui l'amène à rester toujours dans le soutien au président Patrice Talon, malgré toutes les tribulations qu'il subit au niveau du parti. Achille Osso? Oui, je crois que ce que nous avons dit aujourd'hui, nous avons opiné par rapport à sa réaction. Et que nous n'avons pas peut-être encore des éléments de comparaison pour pouvoir. C'est pourquoi j'ai dit que nous provoquons les autres aussi à prendre la parole. Je crois que lui-même, dans son calme et dans sa sagesse, il n'a pas provoqué, il n'a pas commis des choses qui amènent les autres à l'écarter. Je voudrais vraiment croire que cette sagesse dans laquelle il a été jusque-là, va le dédouaner en son temps. Et je pense que sa fidélité aussi fera mouche donc dans les appréciations pour qu'on appelle le rétablir totalement donc dans ses droits. Merci beaucoup. Achille Osso, je reste toujours avec vous. Wadaï, désigné candidat de la mouvance présidentielle. Et il a commencé la tournée au niveau de certains partis de la mouvance. Il était en un premier temps au Bloc républicain, ensuite à l'UPR. Et aujourd'hui, hier, j'allais dire hier jeudi, il était avec Diakayadi au parti Moël Bénin. Oui, mais il y a une chose qui a retenu d'abord mon attention. Nous avons lu dans la presse que avant la fin du mois de septembre, que la mouvance va désigner son candidat. Et tout le monde était focus par rapport à cela, attendait donc de voir si effectivement la mouvance sortira son candidat, le dauphin du président Patrice Talon, au plus tard le 31 septembre donc, de l'année 2025. Et cela n'a pas manqué. Et je crois que la nouvelle s'est répandue au petit matin donc du dimanche 31, et ça a été une surprise générale. Et c'est après que les communiqués des différents partis qui ont convenu donc de le choisir comme candidat, comme le dauphin donc du président Patrice Talon et comme candidat unique donc de la mouvance, ont commencé par sortir leur communiqué, et les journaux les plus aptes, les plus officiels ont commencé donc par porter loin l'information. Et déjà ça là, je crois que c'est à l'actif de la mouvance. Alors, l'autre chose, c'est que depuis qu'il est désigné, nous avons vu effectivement que les différents responsables de ces partis soutenant les actions du président de la République, l'un à la suite de l'autre, il donne de la voix pour confirmer ce qui a été fait. Alors, et ce qui vient donc nous montrer le sérieux donc de cette candidature et de ce projet-là, c'est le déplacement de l'intéressé lui-même, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, dans les états-majors des partis. Je ne sais pas pourquoi il a commencé par le Bloc républicain, il a commencé sa tournée par le Bloc républicain. Je ne sais pas pourquoi. Il est allé d'abord au siège du Bloc républicain. Est-ce que cela veut dire que c'est le Bloc républicain qui l'a proposé? Je ne sais pas. Parce qu'il faut forcément appartenir à une formation politique. Et donc, aujourd'hui, il y a ce flou artistique
autour donc de l'appartenance du ministre de l'économie et des finances à un parti politique. Je vous informe qu'il est de l'UP, on le connaissait UP, mais n'oubliez pas que nous avons constaté tous ici que lorsque il y a une fusion entre l'UP et le PRD, il y a maintenant un bureau consensuel qui a été sorti et que sur la liste donc des fils présidents, nous avons constaté qu'il n'est pas membre des instances les plus hautes donc de ce parti. C'est un rappel, c'est juste un rappel. Oui, est-ce que c'est une omission? Je ne sais pas. Mais ce que nous avons constaté, c'est que après avoir rendu visite au responsable du BR, il est allé à l'UP pour le même exercice et maintenant Jacques Ayadi qui est dans la perspective donc de consulter sa base pour dire quel candidat le parti Mouel Bénin soutient, mais il avait déjà annoncé que c'est la voie que le chef de l'État va tracer, que Mouel Bénin va suivre. Donc, l'un dans l'autre, on voit déjà que la mouvance est dans la dynamique de la présidentielle de 2026, la mouvance à son candidat, et peut-être pour la première fois, un candidat, plus ou moins, en apparence, qui fait unanimité. Parce que les ambitions qui avaient commencé par être agitées, par rapport auxquelles on pouvait donc déjà soupçonner que c'est l'un ou l'autre, toutes ces ambitions-là se sont tues et se sont rangées. Et les voix les plus insoupçonnées ont même déjà réagi pour donner donc leur caution à la candidature, au choix donc de Romiad Wadaini pour être le candidat unique. Je crois que tout ça là, c'est à l'actif de la mouvance. Nous attendons donc de voir ce que ce sera de l'autre côté. Alors, on va en parler tout à l'heure, hein, Achille Ousso. Maskas candidat Romiad Wadaini. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis dans le peuple. La chance, je ne sais pas s'il aura la majorité des suffrages du peuple. On est en train de faire le constat qu'il est le candidat de la majorité et présidentielle. Et je pense que pour l'instant, c'est difficile de donner d'autres appréciations. De toutes les façons, pour l'instant, on sent une certaine unanimité. Je crois que dès la désignation, quelle est la forme de la désignation, je n'en sais rien. Et ailleurs, les gens auraient fait des primaires, des étapes et autres, là, qui sont ceux qui sont candidats. Je ne sais pas si cela a été fait dans un certain secteur. De toutes les façons, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, presque tous les partis de la majorité présidentielle ont validé cette candidature. D'abord, le BR qui a sorti un communiqué dès le dimanche et après l'UP aussi qui lui a emboîté le pas. Je crois que Claudine Prudencio aussi l'a fait en tant que ministre conseiller, en tant que président d'un parti et autres. C'est seul le parti Mouel Bénin qui ne s'est pas prononcé de façon claire et nette pour l'instant. Mais je crois qu'ils ont reçu ce jeudi le candidat. Et donc, ils ont un processus qui va leur permettre d'aller en congrès. Ils organisent un congrès ce vendredi même. Pour valider. Moi, je crois que c'est la meilleure formule pour valider ce choix. Mais je crois que pour l'instant, vous avez demandé les chances. Bon, c'est l'effet de surprise, hein, j'imagine, et tout le monde essaie de comprendre, de s'adapter. Vous savez, aujourd'hui, on sent une certaine unanimité au niveau de la majorité, et présidentielle. Certains vous diront que c'est une unité de façade pour l'instant. On a vu Joseph Diogbenou, tout souriant, hein, embrasser le candidat. Oui, vous voulez publiquement qu'il pleure ou bien qu'il fasse... Vous parlez de publiquement, et derrière le rideau, vous voulez d'autres choses. Non, vous savez, je veux. Et ce n'est pas arrivé. Il a dit ça à qui? C'est pas la fin du... Est-ce qu'il a dit ça à quelqu'un? Ce n'est pas un secret. Est-ce qu'il a dit ça à quelqu'un? Ce n'est pas un secret que... Mais c'est grave ce que vous dites. Non, ce que je dis, moi, j'analyse. Je parle pour moi. J'ai dit, ce que je dis, si je dis je veux, moi je veux quelque chose et que je ne l'obtiens pas, c'est pas la fin du monde. C'est ce que j'ai dit. Vous voulez dire? Ce n'est pas un secret que Diogbenou a l'ambition aujourd'hui de diriger le Bénin. C'est pas un secret. Et ce n'est pas un secret que il était plus ou moins. Parce qu'il y a beaucoup de parrainage. On a. Et donc, il y a eu beaucoup de candidats. Il y a eu beaucoup de candidats à la candidature, des gens qui se sont exprimés, d'autres qui ne l'ont pas fait. La preuve, Romiad Wadaini n'a jamais dit publiquement quelque part qu'il veut être candidat à quelque chose. Et le voilà candidat de la majorité présidentielle. Et je crois que l'argument que j'ai entendu évoquer rapidement, c'est le fait qu'il ne soit pas surtout marqué politiquement. C'est peut-être un atout pour lui. Vous avez dit tantôt vous avez dit qu'il est de l'UP. Achille a dit, on l'a vu dans un bureau politique, après on l'a plus vu.
Et donc, il y a certains qui disent qu'il est bien. Et donc, aujourd'hui, au niveau de la majorité, on arrive difficilement à le situer par rapport à un parti politique. C'est peut-être un de ses atouts. Et donc, si la majorité fait véritablement bloc derrière lui, je pense qu'il a des chances d'aller loin dans cette compétition. Mais tout dépendra de ce que le répondant qu'on aura également du camp d'en face. Donc, je reste toujours avec vous, Mas Gaspard Diamansi. Quelle alternative alors pour l'opposition incarnée par le parti Les Démocrates? Non, aujourd'hui, les démocrates, ils ont un défi. C'est important. Vous savez, quand on parle du profil de Wada, ça gêne certains. Les gens pensent qu'on parle de qualification, de diplôme ou d'un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, Wada incarne d'abord la continuité dans ce qui est en train d'être fait. Wada incarne aujourd'hui l'unité, même si c'est de façade, j'ajoute au niveau de la majorité présidentielle. Wada incarne 10 ans, presque 10 ans d'expérience au sein d'un gouvernement. Aujourd'hui, Wada incarne un réseau, aussi bien au niveau national qu'international. Vous n'oubliez pas que la plusieurs fois non seulement le meilleur ministre de l'économie. Non seulement ça, il a participé. En même temps, la coopération a été ajoutée à son portefeuille et c'est un ministre presque globe-trotteur, je vais dire, qui voyage beaucoup. N'oubliez pas qu'entre-temps, il avait même l'ambition de diriger la BAD. Donc, il était déjà en campagne. Donc, il a un réseau. Donc, on voit pourquoi aujourd'hui. Donc, je dis, c'est un profil. Et je vais ajouter, bon, on ne va pas faire dans la langue de bois. Pour être aussi candidat à ça, observez qu'il a une surface financière qui lui permettra de faire face à un certain nombre de choses. Et n'oubliez pas qu'il est adoubé aussi par l'actuel président de la République. C'est des atouts indéniables. Et donc, je vous avais posé la question de l'alternative. L'alternative aujourd'hui, c'est que les démocrates qui incarnent aujourd'hui l'opposition, la vraie, je ne vais pas faire aussi dans la langue de bois de ce côté-là, ils ont l'obligation d'intégrer tous ces éléments-là, tous ces paramètres-là, et de proposer à la population une alternative crédible et un profil qui pourra véritablement faire le poids face à Wada. Achille Osso, quelle alternative pour l'opposition? Non mais, je crois que Mas Gaspard Diamansi vient de faire tout le coaching nécessaire pour accompagner le président. Vous avez quoi avec les démocrates? Non, mais écoutez, bon, non, on le veuille ou non, toutes les qualités de candidat unique de la majorité présidentielle que Mas Gaspard Diamansi a exposé tout à l'heure, je crois que on ne peut pas en retrancher. Et il faut en tenir compte pour choisir. Et moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si aujourd'hui l'opposition n'est pas en difficulté. Parce que même de l'opposition, ils reconnaissent que le profil qui a été dressé est le meilleur. Nous n'allons certains. Mais écoutez, je dis, bon, d'accord, certains reconnaissent déjà de leur camp que le profil qui a été dressé est le meilleur et que il ne peut pas en avoir qui soit à sa hauteur. C'est vrai que c'est le peuple qui choisit. Le peuple peut se tromper. Le peuple peut ne pas voir toutes ces qualités-là de l'homme. Mais aujourd'hui, si on doit tenir compte donc d'un profil, la mouvance à réussir à dégager un profil qui met l'opposition en difficulté. Et donc, je crois que si on doit faire on doit aller dans les hypothèses. L'opposition avait peut-être déjà avancé sur ce chantier-là, mais aujourd'hui est obligée donc de faire encore marche arrière pour revoir ce qu'elle a fait jusque-là. Je ne sais pas si c'est pour ça que elle a retardé sa désignation. Non, mais c'est pour tout. Ils ont un timing. Non, ça fait partie aussi donc des stratégies politiques. Je ne leur reproche pas ça. Pas du tout. Ça fait partie des stratégies politiques. Mais je crois que le premier défi, c'est à ce niveau-là. Il faut réussir à dégager un candidat dont le profil rivalise celui donc de l'amour. C'est d'abord ça. Faut pas sortir quelqu'un parce que bon, on veut avoir une jeunesse. Et c'est ça ce que Gaspard n'a pas ajouté. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, la tendance dans la sous-région, c'est qu'on a trop vu les anciens. Il faut donc aussi donner le pouvoir aux jeunes parce qu'il n'y a pas de génération spontanée. Il faut commencer par préparer la jeunesse. Et sur ce terrain-là,
Talon et sa majorité viennent encore de frapper un coup. Et donc, est-ce qu'il y a quelqu'un au sein de l'opposition incarnée par les démocrates qui sont en mesure donc de rivaliser Romia Wadayi par rapport à cet aspect? C'est des questionnements. En tout cas, moi je pense que c'est un défi majeur. C'est un défi majeur et Yahya Boni n'est pas des moindres. Je veux dire le président Yahya Boni n'est pas des moindres. Eric Ndete n'est pas des moindres. Achade n'est pas des moindres. Ils ont toute la matière grise pour travailler à trouver quelqu'un qui puisse permettre donc au peuple béninois de vivre un instant, j'allais dire, un instant électoral assez mouvementé. Il faut qu'ils mettent les chambres de leur côté. Parce que, qu'on le veuille ou non, Romia Wadayi, par rapport à tout ce que nous voyons, a déjà une longueur d'avance, non? C'est ça, on dit, une longueur d'avance, donc, sur l'opposition. Nous attendons de voir ce que ça va donner, dans les quelques jours certainement ou dans les semaines à venir. Maskas Fadiamossi, avant-dernier sujet, les députés du parti Les Démocrates se sont rendus à la Sénat dans un véhicule, dans un transport en commun, ou comment on l'appelle, un transport en commun. Voilà, un transport en commun. Qu'est-ce qui fait peur en réalité à Boni Yayi? Et ce qui lui fait peur, c'est qu'il a 28 parrainages. Il faut sur 28. Sur 28. Il a intérêt à sécuriser son parrainage. Et c'est ça qui est en route. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que l'un des parrains a déjà déclaré. Oui, Basile Arossi, il a remis sa fiche de parrainage, hein, avant de déclarer son soutien. Oui, si, il a déclaré son soutien avant de remettre. La politique, elle est intéressante au Bénin. Donc on peut dire qu'il y a la démocratie au sein du parti. Les démocrates, ils sont vraiment des démocrates. Tout à l'heure, quand on faisait le débat, quelque chose m'est arrivé rapidement en tête. Quand on parlait de profil de candidature, il faut le dire, les démocrates, ils ont des gens valeureux, des gens compétents qui peuvent être candidats. Hein. Donc quand on faisait le débat tout à l'heure, j'ai pensé rapidement au ministre Gali, l'ancien ministre Gali Oussou, qui avait dit qu'il voulait être candidat. Et je me suis dit, mais si d'aventure, comment on appelle, les démocrates le prenaient là, et son papa qui avait déjà sauté. Non, ça ne dérange pas. D'habitude, la famille Soglo, on sait comment ça se passe. Ah, d'accord. On sait comment ça se passe. Bon, et lui n'a pas de donc, j'ai la chance que mon fils soit président de la République. Et je vais le laisser, je vais soutenir. Non, mais Wadayi a aussi son fils. Oui, c'est son fils. Mais il y a fils d'un fils, il y a le fils direct, il y a le... Et donc, non, c'est ce qui fait peur. Non, mais nous tous aujourd'hui, pour parler sérieusement, parce que par rapport à la question que vous avez, qu'est-ce qui fait peur à Iboni? Aujourd'hui, nous avons, pour notre démocratie, pour l'image du Bénin, on a besoin qu'il y ait un candidat crédible en face, n'est-ce pas, de Romia Wadayi. Et c'est pour ça que le souhait de tout le monde, c'est que l'opposition, la vraie incarnée par les démocrates, qu'il puisse avoir un candidat. Et je crois que nous tendons vers ça, puisque aujourd'hui, Yahya Boni a les 28 parrainages en main, et donc la possibilité pour qu'un candidat des démocrates soit à cette course-là est forte. Et moi, je salue véritablement cette avancée dans notre pays. Et j'estime que le débat, c'est intéressant qu'on ait un débat par rapport à cet aspect-là de la question. Aujourd'hui, et moi, je me désole un peu de ça, parce que vous avez vu le soutien, je le répète, l'unité que nous observons au niveau des autres, il faut qu'on l'observe de ce côté aussi. Même si c'est de façade, aujourd'hui, au moins, on sent que toute la majorité se réunit autour de quelque chose. Il faut que cela se fasse aussi. Et de ce côté-là, ça là, ce n'est pas gagné d'avance. Et c'est ce qui, à mon sens, me gêne un peu. Mais nous sommes observateurs. Nous, on a envie qu'il y ait un débat de programme, qu'il y ait un certain nombre de choses. Tout à l'heure, nous avons parlé des qualités, des chances de Wadayi. Mais il traîne également des faiblesses. Il traîne également et nous, on ne fera pas la campagne ou la politique à la place des acteurs politiques. Mais c'est tout ça là que l'opposition doit pouvoir exploiter
pour pouvoir, n'est-ce pas, détrôner l'autre. Voilà. Essayer de détrôner l'autre, parce qu'il n'est pas, il faut pas oublier, quand vous dites détrôner, c'est comme s'il a déjà le trône. C'est l'erreur que les gens sont en train de commettre actuellement. C'est le peuple qui élit. Et tout ce que nous observons là, c'est peut-être... Mais c'était l'appel déjà, monsieur le président, et sa femme, madame la première dame. ça dérange. Non, ça, c'est le béninois. Ça, c'est le béninois. Même quand tu es suppléant, candidat suppléant, les gens commencent à t'appeler honorable. Donc, oh, Mas Gassagna, vraiment. Achille non, mais bon. Oui, je crois que les démocrates, toujours les démocrates. Non, les démocrates, vous avez dit, vous avez demandé tout à l'heure ce qui faisait courir Boni Yayi ou ce qui faisait peur à Boni Yayi. Oui, et Gaspard a dit, c'est de sécuriser d'abord les 28 parrainages qu'il faut pour, avant donc, c'est le premier verrou qu'il faut sauter avant donc de dire que on participe à un challenge électoral en ce qui concerne la présidentielle dans notre pays. Et je crois que d'abord c'était un premier défi. Le défi de montrer que au moins au sein donc de ce parti-là, ils sont unis. Donc je crois qu'ils ont réussi cela. Au-delà donc de tout ce que nous avons dit par rapport à certains, qu'on le veuille ou non, ils ont réussi donc à se déplacer ensemble. Et je crois que politiquement, c'est stratégiquement politique que nous constatons donc ils se sont déplacés ensemble pour aller donc chercher les parrainages à la Sénat, et nous les avons vus ensemble aller remettre donc ces parrainages dans une ambiance de fraternité et d'aisance, de convivialité au domicile, non, ou je ne sais pas si c'était au sein du parti, aller remettre donc ces parrainages là au président donc du parti. Et donc je crois que l'un dans l'autre, c'est déjà important d'avoir projeté cette image-là, même si il y a des choses qui couvrent, parce que je sais que, et je le répète, ils ne sont vraiment pas tranquilles. Et on peut se demander aujourd'hui quel est le contenu donc du parrainage que l'honorable Léon Basile Rossi est allé remettre à Boni Yayi. Parce qu'il a vidé avant de partir. Non, mais écoutez. Le contenu du parrainage, c'est la signature. C'est la fiche de parrainage. Non, le contenu du parrainage n'est pas la signature. Le contenu du parrainage, c'est que c'est l'engagement à travailler pour la réussite donc du candidat du parti. Il faut aussi et aujourd'hui, il n'est pas sénile. Il a encore la raison en place. Et je crois que ce qu'il a dit, c'est écrit noir sur blanc. Moi, je peux analyser ça. Moi, je peux analyser ça autrement, parce que il a dit, vous êtes mon candidat, certes, mais c'est une lettre. Et j'imagine d'abord que c'est une lettre privée. Je ne sais pas pourquoi ça s'est retrouvé totalement dans la ville. Et ça, mais ça a été exploité médiatiquement, ça c'est pas un problème. Mais je pense que l'acte même, ça là, la lettre ne signifie rien. L'acte même, c'est la fiche de parrainage. Non, mais maintenant, aidez-moi à comprendre ceci. Vous voulez me dire que après ce que l'honorable Léon Basile Rossi a écrit, tout ce qu'il a dit sur le terrain, il a dit maintenant le contraire de voter pour le candidat de l'opposition. Et vous pensez même que... Pourquoi pas? Non, l'acte de parrainage, ça ne veut pas dire qu'il va aller sur le terrain pour aller faire campagne. L'acte de parrainage, c'est juste de permettre à un candidat... Donnez-moi 30 secondes et je finirai. Et si j'observe le gotha politique de notre pays, si j'observe tous ceux qui ont été présidents dans notre pays, si j'observe même ceux qui sont venus au pouvoir par coup d'État, je constate que la zone de Koufo, de Mono, sauf ignorant de ma part, n'a pas encore eu la chance de gérer le pouvoir une fois. Oui, nous avons vu les Amosso Bruno, nous avons vu les Golou qui ont été politiquement en vue, mais ils n'ont pas eu la chance de gérer directement le pouvoir suprême. Et donc, ça là déjà, c'est un avantage que le candidat aujourd'hui de la mouvance, en fait, le candidat unique de la mouvance, soit choisi dans cette zone-là, qui est pas fier. Et c'est une chance pour Sébastien Adjavon aussi, hein? Je ne sais pas. Ah, oui. Je ne sais pas si il est de la localité. Je ne sais pas si c'est une chance. Je ne sais pas si ce n'est pas un coup politique. Parce que, est-ce que Sébastien Adjavon aujourd'hui peut oser, comme les autres, son soutien à son petit frère? Ça fait un. Deuxièmement, est-ce qu'il peut aussi oser dire, ou travailler contre la candidature donc je crois que aussi bien l'honorable
Léon Basile Rossi, que Sébastien Diabo, que vous avez cité tout à l'heure, et que tous les opposants réunis dans cette zone donc, de notre pays, je veux parler des deux départements, le Mono de Koufo, je ne sais pas qui peut oser parmi eux maintenant aller sur le terrain dire le contraire. Et c'est par rapport à ça. Mais c'est grave ce que vous dites. Hein? Donc, non, mais c'est une analyse. C'est mon analyse. Ces deux départements sont dans le Bénin. Mais n'importe quel candidat est libre d'aller partout. Je concède à Achille, ça c'est du régionalisme. Non, mais c'est pas du régionalisme. Non, pas du tout. C'est plutôt de la manifestation, donc d'une fierté, d'une fraternité qui est naturelle. C'est ça là, c'est un sentiment naturel qu'on le voit. Vous pensez que quand qu'on appelle Boni Yayi avait été président et qu'on appelle les gens de sa région n'ont pas été unanimes autour de lui. Nous avons été fiers. Mais voilà, mais on n'a pas soutenu. Je ne voudrais pas dire Mas Gaspard. Ils sont là. C'est pourquoi il est choisi. Allez, c'est terminé les gars, c'est terminé. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Si le ministre, l'ancien ministre, avait été choisi par Boni Yayi. Non, sur la question des parrainages, je voudrais dire. Mon nom aussi, le parrainage de Arossi, ça ne doit pas gêner. Il peut, la lettre là, en dépit de ça, il peut parrainer un autre candidat. Parce que l'exemple est là, hein, vous savez, les gens du BR, de l'UP, les gens ont loué le parrainage aux dernières élections. Il y a au moins 2 duos de candidats qui ont loué des UP, des BR, des parrainages UP et BR pour aller aux élections. Les ils sont où même là? Ils sont là. Non, mais il paraît que les deux se préparent même à avoir à désigner son duo. Ah oui. Bon, je me pose la question. Ils vont trouver les parrainages là où ils vont louer. Ils sont déjà habitués. Ils vont louer. Allez les gars, c'est terminé pour aujourd'hui. Achille Ossou, qui monte? Le baromètre de la semaine, qui monte? Non, mais qui monte, je voudrais sans langue de bois. Wadaï, vous voulez dire? Non, parler de l'ancien ministre de la 20e circonscription, monsieur. Il monte pourquoi? Il monte pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour monter? Il monte pour... Oui. Je l'ai dit à l'entame donc de mon analyse par rapport donc à sa sortie. Il monte par rapport à ce modèle qu'il a projeté, à cette exemplarité, d'accord, par rapport à son calme, à cette sagesse, parce qu'il a reçu des coups, mais il n'en a pas fait une histoire. Il n'est pas passé. Il pouvait passer facilement donc du bière et pourquoi pas à Moël Bénin. Je ne voudrais pas dire que c'est toujours du bière à l'UP. Alors je loue sa sagesse. Et qui descend. Oui, très rapidement. Pour aujourd'hui, vous n'avez pas. Je n'en ai pas. Ah bon. D'accord. Mas Gaspard Diabo, c'est qui monte? Non, qui monte. Moi, je veux bien me faire monter la majorité présidentielle parce que pour le timing, tout ce qu'ils ont fait jusque-là et pour le semblant d'unanimité qu'on observe. C'est le semblant d'unanimité. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer dans quelques jours. On est en train de critiquer tout à l'heure à Rossi. On ne sait pas si l'opposition aussi sort son candidat. Quelqu'un de la majorité ne dira pas qu'il le soutient. On n'en sait rien. Donc, de toutes les façons, dans le timing, parce qu'on avait beaucoup spéculé qui sera le candidat, c'est Diog Benou, c'est Luc Atroko, tout ça. Mais aujourd'hui, vous avez vu, un nom est sorti du chapeau, et apparemment tout le monde est en train d'être autour, une certaine unité. C'est ce que nous demandons aussi de l'autre côté. Et qui descend? Non, qui descend. Bon, j'ai envie d'aller de l'autre côté pour dire, pour l'instant, moi, je ne me satisfais pas de ce qui est en train de se faire. Parce que, Achille a dit tout à l'heure, la majorité vient de prendre une longueur d'avance sur eux. Quand on a interrogé quelqu'un la dernière fois, au lieu de dire ce qu'il a, il commence par s'attaquer à l'autre candidat. L'autre candidat est déjà là et les campagnes n'ont pas commencé. Aujourd'hui, le défi, comme je l'ai dit, de l'opposition, c'est de trouver quelqu'un à la hauteur ou même plus que Wadaï pour que nous ayons une très belle élection. Et c'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je descends pour l'instant les démocrates parce qu'ils ont encore du pain sur la planche. Merci beaucoup. Les démocrates, encore les démocrates. Achille et Mas Gaspard Diabo par rapport à ça. S'y rejoignent donc. Hein. Non, on n'a pas de aujourd'hui. Non, j'ai fait de la sagesse. De la sagesse philosophique. Allez, mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé pour ce vendredi 5 septembre 2025. Toute l'équipe de préparation et de réalisation, je dis tout simplement merci et bon week-end à toutes et à tous. Et à vendredi prochain. Gaspard Diabo et Achille Ossou, les grandes contradictions. Les grandes
Contradictions, les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.